Listen. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce 15e baromètre. Je suis ravi de vous voir si nombreux encore aujourd'hui malgré la pluie. On est donc sur la 15e édition. Juste avant de rentrer sur le baromètre, un petit détail technique, vous avez dû recevoir des oreillettes. On est en mode silent room. On va passer d'ici quelques secondes effectivement sur ce mode silent room. Ils vont baisser le son sur les enceintes. Donc assurez-vous d'avoir bien mis les oreillettes pour commencer. Comme chaque année, j'ai le plaisir d'accueillir des intervenants qui vont commenter l'actualité du business travel. On va essayer ensemble de décrypter les tendances et les perspectives du secteur. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants que je vais laisser se présenter en commençant par Vincent. Oui, bonjour à tous. Donc Vincent Dussault, je suis directeur des ventes globales pour le segment corporate chez Air France KLM. Bonjour à tous, je suis Clarisse Souniac, je suis directrice des clients globaux chez American Express GBT. Bonjour, je suis Frédéric Laurent-Miel, je suis directeur de la distribution et du B2B pour SNCF Voyageurs. Et bonjour à tous, je suis Yadmin Kara, je suis le directeur général du groupe Solution for Business Travel CDS Group. Voilà, donc je leur ai demandé de revenir cette année pour commenter les évolutions. Merci à tous les 4. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre industrie, forcément, on va s'attarder un tout petit peu sur un environnement macroéconomique, un contexte que vous connaissez tous, qui est compliqué, qui forcément influence notre industrie. On le sait, le business travel est un miroir de ce qui se passe tout autour, de l'activité économique, de la confiance des entreprises. Et on est dans un environnement qui est quand même assez contradictoire, assez complexe à décrypter. On a eu des années d'inflation très très fortes. Une bonne nouvelle, c'est que l'inflation s'est vraiment calmée à peu près sur tous les segments. On n'a plus d'inflation à 2 chiffres comme on pouvait le constater les années précédentes. Le rattrapage post-Covid, c'est terminé. On est sur quelque chose de beaucoup plus stabilisé. Autre bonne nouvelle, le chômage reste assez bas finalement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'économie. La croissance, elle est finalement un tout petit peu plus forte que prévu. Les économistes revoient leurs prévisions légèrement à la hausse. Alors ça se joue en 0,0 quelque chose, mais c'est plutôt mieux que prévu. Pour autant, on le sait, on a des sujets forcément du poids de la dette qui pèse, on en a beaucoup parlé d'un point de vue politique. On a des incertitudes au niveau gouvernemental, effectivement. Quelle sera la politique qui sera menée en France? 2026 va aussi être une année de première élection, de préparation de la présidentielle. On a une croissance, même si elle est un peu meilleure que prévu, qui reste finalement assez molle, assez faible. Et on a un contexte que vous connaissez tous, international, qui est assez chahuté, puisqu'il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde depuis 1945. On dénombre 61 conflits. Alors, je n'ai pas enlevé ceux que M. Trump a déclaré avoir terminés. Mais voilà, on a un contexte comme géopolitique qui est pas simple. Et puis, dernier point sur la partie RSE. Vous avez peut-être suivi les évolutions de la CSRD. Et finalement, le sentiment, c'est qu'en 2025, cet enjeu de RSE, il est passé un peu au second plan, malgré finalement toutes les obligations qu'ont les entreprises. D'autres sujets ont pris le dessus. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va essayer effectivement de décrypter un peu les tendances des entreprises sur le voyage d'affaires. Je suis désolé pour la mise en forme, il y a un petit problème de mise en forme sur le titre. Mais on va s'attarder d'abord effectivement sur les agences et les outils avec toi, Clarisse. Et j'ai envie de te poser une première question. Finalement, pour le groupe que tu représentes, comment se porte l'activité aujourd'hui à date en 2025 ? Alors Christophe, la croissance reste là. On a une augmentation malgré tout, effectivement, je dirais malgré tout le contexte que tu viens de nous expliquer. La pression économique, le contexte géopolitique, la pression commerciale. On reste toutefois en croissance positive. Alors certes, un peu moins élevé que ce qu'on avait effectivement escompté l'année dernière à cette même période ici sur ce plateau. Mais voilà, mais on est positif et c'est une très bonne chose quand
quand on voit ce qui se passe. Alors évidemment, il y a une vigilance accrue chez nos clients compte tenu donc, de ce contexte. On sent une forme de résilience en fait sur la partie voyage d'affaires et notamment sur les voyages qui attraient plus au déplacement interne. Mais malgré tout, tous ont bien conscience que le voyage d'affaires est un vecteur générateur de croissance, donc il doit continuer à exister et à se développer. Donc nous, dans ce schéma-là, on s'inscrit bien sûr dans le principe de pouvoir les aider à optimiser du coup leurs dépenses, à mieux les maîtriser, mieux les contrôler. Donc ça s'inscrit avec différents leviers que sont bien évidemment des recommandations, comme le principe de la mise en place de la consolidation, donc du voyage d'affaires, de l'activity meeting and events, de la mise en place de reporting avec plus de granularité pour pouvoir bien piloter, gérer des outils de reshopping, de la refonte aussi de politique voyage, de mise en place de circuits d'approbation. Enfin, tout cela, ce sont des éléments qui permettent de donc un meilleur contrôle, mais pas de travel freeze, pas de restrictions dures. D'un point de vue général, non, à l'exception peut-être de quelques industries. L'autre grande nouvelle qu'on attendait tous, après presque 1 an et demi de suspense, effectivement, c'est le rapprochement entre Amex GBT et CWT. Donc 2 mastodontes, effectivement, qui demain ne feront plus qu'un, enfin qui ne font déjà plus qu'un depuis quelques jours. On a d'autres consolidations sur le marché. Vous avez sûrement suivi, effectivement, l'acquisition de Super Tripper par Marieton, donc sur une autre échelle, mais plus locale. Direct Travel, qui aussi a fait l'acquisition d'ATPI, donc ça sur un environnement plus international. Ces consolidations, finalement, Clarisse, qu'est-ce qu'elles vont changer pour vos clients? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Alors Christophe, oui, c'est une excellente nouvelle. Donc depuis début septembre, nous avons accueilli les collaborateurs Carlson Wagonlit et les clients Carlson Wagonlit. Donc qu'est-ce que ça va changer? Je dirais que les clients Carlson Wagonlit vont pouvoir donc profiter je dirais des outils propriétaires des solutions du groupe Amex GBT, de la valeur du portefeuille, donc des différents services que nous avons, que ce soit au niveau, bien évidemment, encore une fois, du voyage d'affaires, meeting and events, consulting, etc. Donc on est ravis de cette mise en place, de les accueillir. Et au risque de vous décevoir un peu, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. C'est encore un peu tôt. Nous continuons, nous sommes en phase de découverte, nous travaillons sur le sujet, c'est encore un peu tôt effectivement pour vous donner des éléments plus précis. En tout cas, c'est révélateur quand même d'un marché qui est dynamique. On le voit aussi sur d'autres éléments. Navan devrait rentrer en bourse d'ici fin d'année. Je pense qu'ils s'en cachent pas trop. La valorisation de Navan est aussi très intéressante pour montrer qu'effectivement c'est un secteur qui intéresse les investisseurs. On a parlé de RSE aussi, Clarisse, effectivement sur les évolutions de la CSRD. Ton ressenti dans les échanges avec tes clients grands comptes, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui est toujours abordé, qui est quand même une priorité dans la stratégie des entreprises, de tes clients? Alors effectivement, sur les clients grands comptes, on peut dire que la RSE fait partie de toutes les conversations, est prédominante, importante. On a des niveaux, en fait, je dirais, de maturité qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Et ça, je le vois notamment en fonction des industries, des activités. Si je pense pharma, par exemple, dans cette activité, dans cette industrie, on est déjà sur du budget CO2 depuis 2 ans, 3 ans pour certains, avec du pilotage de budget et qui parfois, effectivement, vient un peu bousculer la partie savings, économie, finance, j'ai envie de dire, puisque les deux peuvent être parfois en fait, difficiles à alliés. Voilà. Donc, différentes maturités, beaucoup de reporting. On propose évidemment des outils de recommandation qui permettent, bien sûr, encore une fois, d'avoir de la data. Beaucoup d'entreprises sont au niveau de la data, du reporting, qui devient, de toute façon, qui est obligatoire pour les grandes entreprises. Mais au-delà de ça, on a des outils de recommandation, alors soit à travers les outils de réservation en ligne, sur des affichages qui sont effectivement plus orientés RSE,
mais ça peut être aussi en fonction du comportement voyageur. Donc on analyse les écarts en termes d'émissions de CO2 des comportements voyageurs pour ensuite effectivement aller vers des recommandations qui peuvent être soit de la sensibilité par voyageur avec des mails, un budget voyageur, un mail d'information qui dirait combien vous avez consommé en CO2. Mais ça peut aussi être autrement avec, donc, encore une fois, nos équipes, je dirais, consulting. Donc plutôt un sujet bien intégré pour des clients grands comptes comme ceux que tu côtoies au quotidien. Oui, absolument. D'accord. Ziad, toi qui es exposé aussi finalement aux agences, aux outils, ces évolutions, ce rapprochement, cette consolidation, ces synergies, qu'est-ce que ça t'inspire ? Elles sont nécessaires pour continuer à accompagner le développement de nos clients. On a de plus en plus besoin de technologie, de plus en plus d'innovation et effectivement d'accompagner dans la mise en conformité, déjà avec le directeur de services informatiques, mais aussi avec la conformité sur la partie RSE. Mais c'est toute une chaîne. Sur la partie hôtel, c'est une réservation sur 4 maintenant qui est faite sur des hôtels écolabellisés. Donc c'est le comportement côté collaborateur voyageur, c'est la politique mise en place sur les outils en disant en mettant en avant ces établissements-là, mais c'est aussi les efforts des établissements pour se mettre en conformité. Donc c'est vraiment un travail partagé. Et sur la conformité, on a quand même une bascule qu'on a dû ressentir sur le train. Donc, et Air France qui est très en avant sur la partie SAF également. Donc l'ensemble de l'industrie y contribue et l'aspect collaborateur également. Sur la partie hébergement, effectivement, c'est un point qu'on reverra tout à l'heure. Effectivement, on reste toujours dans la maîtrise des prix, avec une mise en conformité. Et pour ton groupe qui est un acteur technologique, la consolidation des agences, ces rapprochements, est-ce que ça change quelque chose d'avoir des agences effectivement qui sont très fortes avec GVT demain, c'est deux très fois belles BCD. agences, Carlson, enfin CWT, Amex, qui il y a quelques années trustaient le CAC 40. Maintenant, on a vu BCD arriver sur ces comptes-là et des opportunités d'autres agences. Je suis très étonné à la capacité des agences françaises. Vous citez ici Marieton, Havas, qui commence à monter sur des comptes plus ETI, plus SBF 250, ou des agences comme Voyage Expert qui montent sur le CAC 40. Donc ça crée des opportunités pour les clients qui ont besoin de benchmarker et de mettre en concurrence. Et on comprend le bénéfice des clients de CWT par rapport aux outils propriétaires d'Amex qui a fait des achats considérables et assez intelligents. Après, il faut toujours donner également la capacité aux clients de pouvoir avoir des activités plus locales. Alors ça va être plus sur des comptes globaux, sur Amex CWT, des comptes majeurs français à forte domination France et Europe. On pourra aller sur des agences qui sont plus mid. Merci Ziad. On va prendre un peu de hauteur, on va prendre notre envol pour regarder du côté de l'industrie aérienne. Il se passe aussi pas mal de choses, Vincent, sur le volet aérien. Forcément, on a une année qui est toujours avec de la forte croissance. On va chatouiller normalement, selon IATA, d'ici fin d'année, le seuil des 5 milliards de passagers. La croissance, elle est toujours soutenue. Comment ça se passe au niveau d'Air France, dans ton groupe, l'activité ? Au niveau corporate, l'année est plutôt donc, trafic corporate et vente corporate. L'année est plutôt bonne pour l'instant. Il y a une bonne résilience. On est en croissance, une croissance au-dessus du trait, avec effectivement des secteurs d'activité qui ont des différences de croissance bien sûr entre eux. Au terme de destination, c'est l'Asie, l'Amérique du Sud qui nous portent énormément. L'Amérique du Nord aussi, malgré effectivement les sujets tarifs aux US. Et c'est vrai que la demande corporate, elle a été chahutée, c'est vrai, pour autant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas atteint forcément des sommets, mais en tout cas une bonne résilience. On voit aussi une différence en termes de croissance en matière de segment de clientèle. C'est-à-dire que les comptes globaux sont plutôt à la hausse, certains en forte hausse. Les PME, PMI plus à la traîne. Donc c'est un petit peu différent de la sortie de Covid. On voyait les PME, PMI plus en avance au retour du travel. En termes de secteur d'activité, grosse croissance. C'est lié au contexte du segment et du secteur aérospace, aéronautique et défense, avec les banques, les cabinets de conseil aussi. À la traîne, en retrait, le luxe, la mode, et également l'automotive.
Donc, et donc, pour rappeler un petit peu ce que tu disais aussi, Clarisse, c'est qu'on voit quand même se généraliser des politiques de réduction de coûts dans les entreprises. Et donc, on fait un sondage régulièrement. En début d'année, c'était 28% de nos entreprises clientes. Aujourd'hui, on est à 42%. 42% des clients globaux qui mettent en place des politiques de restriction de coûts, en fait, d'attention sur les coûts. Et donc, ça impacte effectivement le business travel. Donc le mot d'ordre, c'est vigilance sur les prix et meilleur contrôle de ses dépenses. Exactement, ouais, c'est ça. Et alors au printemps, on a eu une hausse qui était assez, on va dire, marginale en termes de coûts, mais très symbolique. C'est la fameuse TBSA ou la taxe Chirac. Est-ce que ça a eu un impact sur la demande? Est-ce que vous avez vu des effets notoires? Alors oui, donc la fameuse TSBA, donc TSBA. taxe sur les billets aériens, ex-taxe Chirac, effectivement, donc qui a été confirmée, la hausse a été confirmée en mars cette année. Alors nos financiers ont chiffré à peu près les impacts sur notre bilan. Ça sera grosso modo entre, alors pour l'instant c'est une fourchette, hein, entre 70 et 190 millions d'euros quand même. Donc c'est pas neutre. Collecté, c'est ça? La collecte non, l'impact ou sur l'impact de notre résultat, de la en hausse. fait. D'accord, ok. Sur notre Oui, résultat. donc c'est quand même pas marginal. Oui, parce qu'en fait on voit un changement de comportement des voyageurs, à la fois au niveau loisir mais au niveau corporate, où les voyageurs sont tentés d'aller voir un petit peu sur les hubs des pays voisins, les compagnies des pays voisins. Et c'est d'autant plus incroyable de voir qu'effectivement en France, on augmente cette taxe, que de voir que l'Allemagne, en Allemagne, au contraire, on la baisse. En Suède aussi, on la baisse. Et du coup, c'est tout le pavillon français de l'aérien qui en subit, qui subit ce manque de compétitivité maintenant. Donc, d'ailleurs, une étude disait qu'on perd depuis 20 ans 1%, le pavillon français, donc toutes les compagnies françaises perdent 1 point de part de marché tous les ans depuis 20 ans. Donc, ça commence à peser un peu. Ça ne va pas aider. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit plus européen, voire global, dans cette taxation, idéalement pour rendre plus d'équité. Peut-être pour rendre plus d'équité, mais enfin bon, les taxes, on n'est pas pour, de façon générale. Donc, pas encore harmonisé, oui. Il y en a, mais on se porte quand même. L'autre sujet dont on a beaucoup parlé, et qui est aujourd'hui une réalité, c'est NDC. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager sur le taux d'adoption d'NDC au niveau corpo? Déjà, là, il y a un très beau taux, effectivement, qui est partagé à l'écran, 17%. Donc ça, c'est le taux d'adoption au sein des TMC. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vraiment une réalité, hein. Le NDC, je dirais que je me souviens il y a 3-4 ans, quand on avait fait aussi une table ronde sur le NDC, on était vraiment au tout début. On était là pour essayer de faire en sorte de faire bouger, d'accompagner le changement. Aujourd'hui, juste quelques chiffres. Donc, il y a les 17% sur la partie TMC qui est remarquable. On a quand même aujourd'hui 1 million de coupons qui proviennent du NDC par mois. C'est pas rien. Et on peut dire qu'aujourd'hui, toutes les TMC sont engagées dans le processus, hein, et tous les OBT aussi, ce qui est nouveau. Donc cette année, on a vraiment marqué une marche. Et aujourd'hui, même avec certaines TMC, on a des taux d'adoption qui atteignent 50%. Donc on continue quand même d'accompagner, on continue le déploiement. La France, on est vraiment très bien engagé, on s'attaque à d'autres marchés maintenant en Europe. Quand on regarde certains corpos, certaines sociétés, c'est plus un sujet. On a atteint aussi des taux de 50% avec certaines d'entre elles. Et maintenant, on va plus loin parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le NDC, c'est le full content, c'est le continuous pricing, donc c'est des savings assurés pour nos clients. Mais maintenant, on va plus loin, on va dans l'innovation parce que c'est ça aussi l'enjeu du NDC, c'est de créer des produits, créer les fameux bundles, c'est-à-dire le prix du billet négocié plus une contribution, quelle qu'elle soit, pour l'achat d'un siège ou pour l'achat de SAF. Et aujourd'hui, effectivement, depuis janvier, on a mis ça en place, le fameux SAF Bundle qu'on a mis en place avec Airbus et donc qui va permettre à Airbus de décarboner sur cette base-là le voyage d'affaires des collaborateurs d'Airbus. Et donc là, on essaye d'avoir de nouveaux clients. On a d'autres clients dans le pipe pour justement mettre en place ce nouveau SAF Bundle. L'année prochaine, on pourra parler des économies NDC, de l'impact justement de ces bundles. On pourra mesurer. On aura des infos, mais on a déjà des infos aujourd'hui. Hein. Quand on est avec nos clients et qu'on discute l'impact aujourd'hui du déploiement NDC, on a des informations sur les savings réalisés. Très bien. On parlait de consolidation au niveau des agences, c'est aussi vrai sur l'aérien, puisqu'on a eu quand même quelques mouvements récents. Lufthansa qui est rentré au capital d'ITA, ex-Alitalia, donc ça c'était en 2024 déjà, fin 2024.
Air France KLM qui est devenu actionnaire majoritaire aussi en cours pour SAS. Oui, ça sera c'est prévu pour 2026 en fait. Ça se profile petit à petit. Il y a le prochain grand dossier, c'est TAP Air Portugal, qui est quand même la dernière grande compagnie européenne qui n'est pas intégrée encore dans un grand groupe. Donc il va y avoir une petite bataille avec les confrères. On verra. En tout cas, c'est vrai que l'enjeu de la consolidation, il est réel. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour ça. Hein. L'idée, c'est d'être plus compétitif et d'avoir la taille qui va bien, en fait, hein, par rapport aux grands groupes américains, par rapport aux grands groupes du Bosphore ou du Moyen-Orient. Donc d'avoir la taille critique. Ensuite, il y a un enjeu effectivement de rentabilité. Hein, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire des synergies de recettes, mais également des synergies de coûts. On l'a fait avec KLM, hein, KLM et Transavia, on achète ensemble nos avions et donc on optimise de ce côté-là. Il y a un enjeu aussi par rapport aux clients, c'est-à-dire qu'on permet aussi d'offrir de nouvelles destinations, de nouvelles opportunités de correspondance avec d'autres hubs. L'Amérique latine avec TAP Air Portugal notamment. Et effectivement, et donc c'est aussi aller vers de nouveaux marchés. L'idée c'est d'explorer de nouveaux marchés sur lesquels on n'est pas forcément en position de force. Alors c'est le cas. Je ne vais pas parler de TAP aujourd'hui, hein, parce que c'est un peu la science-fiction, mais je peux parler de SAS. SAS, effectivement, voilà, c'est un nouveau marché, le marché scandinave, 28 millions d'habitants, un niveau de vie l'un des plus élevés, des gens qui voyagent énormément pour le loisir, pour le corpo, et donc effectivement beaucoup d'ambition et d'opportunités à venir avec ce partenariat. Donc la consolidation, alors, elle arrive un peu à son terme avec le dossier TAP. Hein. Après en Europe, ce sera quand même assez consolidé demain. Oui, c'est vrai. Il y aura beaucoup moins de fragmentation, c'est vrai. Et le dernier sujet important sur l'aérien, dont tu as parlé tout à l'heure, effectivement, et dans les bundles, donc ça arrive, c'est les fameux biocarburants, les SAF. Donc, en quelques chiffres, en fait, aujourd'hui, la production, enfin en 2024, c'était 0,5% de la production mondiale. Donc, c'est quand même assez faible, mais c'est très variable selon les régions. En 2025, la production, elle devrait avoir doublé à 2 millions de tonnes, ce qui représenterait 0,7% des besoins mondiaux. Mais au niveau européen, si on se recentre un tout petit peu sur nos marchés, donc il y a une stratégie européenne qui s'appelle RefuelEU, qui oblige les compagnies à intégrer 2% de SAF aujourd'hui en 2025, et ça va tripler d'ici 2030 à 6%. Ça paraît beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui est atteignable, ce triplement du SAF? Est-ce qu'on a les capacités pour y parvenir? En fait, ouais, on parle de l'enjeu de la décarbonation du transport aérien. C'est pas que Air France KLM. Là, je vais parler au nom des compagnies aériennes, mais c'est vrai que, en tout cas, notre ambition, nous, elle reste intacte. Hein, c'est d'ici 2030, le premier jalon, c'est moins 30% des émissions de CO2 par rapport à 2019. Et pour ce faire, on a 4 piliers. Le rajeunissement de la flotte, donc faire venir des avions qui consomment moins et donc qui émettent moins de CO2. Moins 20, moins 25%, les Airbus 350, 220. Le SAF, j'y reviendrai. L'intermodalité, donc avec la SNCF, la possibilité effectivement maintenant d'avoir 22 gares et donc 41 itinéraires possibles pour rejoindre CDG ou Orly et continuer sur un long courrier. Et puis tout ce qui est écopilotage, donc nos pilotes qui sont très concernés aussi par ça. Et donc, qui font en sorte de trouver de nouvelles trajectoires pour économiser aussi le carburant et donc émettre moins. Alors le SAF, c'est vrai que c'est une réalité. Hein. C'est vrai pour nous, tu parlais de refuel, 2%, c'est le mandat européen. Nous, on s'est engagé là-dedans, bien évidemment. Donc, on va même aller plus loin, puisque les mandats d'ici 2030, c'est 6% de SAF. Nous, notre engagement, c'est d'être à 10%. Si on veut réussir ce que je vous disais en intro, les 30% de décarbo, ça passera par du SAF et donc avoir 10% de SAF dans notre consommation de fuel. Et donc aujourd'hui, on a quand même travaillé, hein, c'est-à-dire qu'on a fait une partie du chemin. On a quand même aujourd'hui une bonne partie de nos achats qui sont sécurisés. On a 3 grands fournisseurs aujourd'hui, Nestlé, Total Energy et DG Fuel. Et donc de ces 10%, on a fait déjà une bonne partie du chemin. Alors c'est pas suffisant, c'est vrai, et on sait que la marche est encore haute, mais pour cela, effectivement, il faut qu'on soit aidé aussi par les pouvoirs publics, ça c'est clair. Donc on essaie aussi de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics au niveau national et européen pour stimuler aussi les investissements, les flécher en tout cas, hein, au bon endroit.
Et puis aussi, au niveau de la filière, on est très engagé, nous Air France, en France, avec toute la filière, dans le cadre de Working Group, avec donc les industriels, les énergéticiens et puis les autres transporteurs aussi. Et les clients corporate, ils ont un rôle à jouer quand tu disais qu'effectivement NDC permet d'acheter du SAF. Est-ce que ça se joue du coup au niveau du collaborateur, de son entreprise, peut-être plus globalement? Quel rôle pour les corporates? Bien sûr, hein, nous on propose toujours notre programme SAF, donc la possibilité effectivement d'acheter du SAF et donc de faire en sorte que nos clients corporate décarbonent leur propre voyage d'affaires. Donc le SAF aujourd'hui peut décarboner jusqu'à 85% hein, des émissions de CO2, donc c'est énorme. Et donc c'est un levier important et ça fait partie effectivement de notre approche commerciale maintenant. Notre équipe commerciale ne propose pas simplement des contrats avec des discounts, etc. Non, on s'est transformé aussi, on propose du NDC, effectivement, mais également une solution de décarbonation avec du SAF. Merci Vincent. On va regarder quelques chiffres sur l'inflation. Donc comme chaque année, on cherche à mesurer les évolutions tarifaires sur une base de clients. Donc on reprend sur nos clients 67 clients actifs et on extrapole. Voilà ce qu'on a mesuré donc sur un segment domestique sur le premier semestre 2025, hein, donc jusqu'à fin juin comparé à la même période de l'année précédente. En domestique, 2,2% d'augmentation. C'est presque le double, 3,8%, un peu moins du double sur du moyen courrier. Et c'est un faible 1,1% sur du long courrier. C'est à mettre en perspective avec les inflations qu'on avait encore il y a 2-3 ans qui étaient plutôt à 2 chiffres. On voit vraiment que sur ce volet-là, l'inflation c'est vraiment ralenti. Pour autant, on a toujours des facteurs inflationnistes hein, sur l'aérien, puisqu'on l'a dit, il y a toujours de la croissance forte. On arrive à près de 5 milliards de passagers à la fin d'année. C'est quand même important. Et ça, c'est l'ensemble, corpo et loisirs, bien entendu. La hausse des taxes, on en a parlé. Effectivement, il y a souvent des sujets de taxes qui reviennent pour l'aérien. On a cet objectif de SAF dont on sait qu'il représente un coût. Et puis, il y a quand même aussi des difficultés sur la partie approvisionnement, sur la disponibilité des avions qui peuvent jouer effectivement sur l'offre et la demande. Si on poursuit maintenant sur le secteur ferroviaire avec toi, Frédéric, la grande différence par rapport au reste du marché du business travel, c'est qu'effectivement là on n'est pas du tout sur un mouvement de consolidation, on est plutôt sur un mouvement de segmentation, de diversification avec des nouveaux entrants. Quelques nouvelles importantes, effectivement sur Paris-Lyon, Trenitalia renforce de façon significative ses dessertes en passant à 14 allers-retours, ce qui représentera un peu plus du tiers de l'offre entre les deux villes. On sait que c'est une ligne corporate. Je vais te faire intervenir, Frédéric, là-dessus parce qu'elle est importante pour la SNCF. Historiquement, c'est la première ligne. On a des acteurs qui se préparent. Alors, il y a eu quelques histoires qui ne sont pas allées au bout précédemment, mais là, on voit se profiler des acteurs comme Velvet, qui s'appelait encore Proxima, c'était son nom de projet il y a quelques temps. C'est une ancienne patronne de la SNCF hein, qui s'est associée à des fonds bancaires. Et eux, ils ont franchi une étape importante, c'est celle de la commande des rames. Ils ont commandé 12 TGV qui sont les mêmes que les TGVM. Et le début de service, il se profile pour 2028. On a Uber qui s'est positionné récemment, en tout cas c'est une annonce, et qui prévoit peut-être d'exploiter des TGV, enfin des trains à grande vitesse, on ne va pas dire TGV, mais des rames à grande vitesse entre Londres et le continent sur un horizon en 2029. Donc il faudra encore un tout petit peu patienter d'ici là. Donc un secteur ferroviaire qui bouge aussi en France, puisqu'on l'a vu, Transdev opère sur la Côte d'Azur, à un niveau régional, c'est encore autre chose. Finalement, pour la SNCF, pour voyageurs, c'est quoi les conséquences, Frédéric, de cette hausse de la concurrence ? Alors, la hausse de la concurrence, il faut savoir que cette concurrence, elle existe déjà dans les faits depuis de nombreuses années, hein, elle se met en place progressivement. Évidemment, elle change tout. Elle change tout parce que nous ne sommes plus les seuls, nous sommes l'opérateur historique, anciennement un monopole d'État, donc ça oblige évidemment à se réinventer. On sait tous qu'on a quelque part une dette historique, une dette nationale importante, qu'on est très regardé. Donc voilà, ça peut faire peur, mais en même temps c'est aussi très stimulant parce que ça nous oblige à nous réinventer, à fidéliser encore davantage nos voyageurs. Je le redis aussi toujours parce qu'on a l'impression que la SNCF est donc prise dans un espèce de tourbillon impressionnant. La SNCF forcément se prépare à ça depuis de nombreuses années et elle est elle-même aussi un des acteurs de la concurrence sur les autres marchés parce que forcément
quand on est l'opérateur historique, on ne peut que perdre par définition des parts de marché, c'est une évidence. Mais évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi reconquérir, aller au-delà. Alors évidemment, je vois, ça fait sourire mes collègues parce que c'est quelque chose qui est ancré depuis de tellement de nombreuses années dans le reste du secteur oui. que voilà, on a l'impression que c'est un peu une non-nouvelle. Pour nous, c'en est une quand même parce que forcément, on est regardé aussi sur les prix. On voit dans le voyage d'affaires aussi, hein, nos clients commencent à nous dire bon, il y a une offre qui augmente en face, si on peut dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les prix? Donc, bien évidemment, on réagit sur les deux piliers essentiels de notre offre, c'est-à-dire évidemment avoir un prix qui soit en bonne réalité du marché et surtout des contraintes aussi qui pèsent sur le voyage d'affaires. Parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de changements, même si le secteur global est en croissance, on voit bien, et je pense que tous les acheteurs qui sont dans la salle le savent également, la politique voyage est aussi beaucoup en tension, l'inflation reste encore forte, en tout cas la pression sur les budgets est forte, donc nous aussi on doit s'adapter sur nos offres, même si encore une fois il y a plus de demandes de train, il y a aussi des demandes qui évoluent sur l'adoption des tarifs corporate de la seconde, de la première dans les politiques travel, donc on s'adapte aussi beaucoup par rapport à ça. On l'a déjà aussi présenté l'année dernière, notamment avec tous nos produits de fidélisation pour les voyageurs fréquents, avec les cartes liberté dont on a baissé le prix, on a fait une promo qui a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de la pérenniser. Donc maintenant ça permet aussi d'avoir des outils qui permettent de réagir, d'être là et de montrer aussi à nos clients que la SNCF reste un choix premier et puis de s'inventer par le service. On l'a annoncé hier, donc beaucoup l'ont remarqué. On a créé une nouvelle classe de confort qui s'appelle Optimum, avec même la particularité d'avoir une gamme premium sur le Paris-Lyon, qui est une des routes principales Et du voyage d'affaires et la plus concurrentielle, bien évidemment, avec beaucoup plus de services, une restauration haut de gamme, un care accéléré avec des lignes dédiées, avec tout un accompagnement à bord aussi qui est très important pour le voyage d'affaires. Donc voilà, on réagit, les clients le regardent, l'observent, nous complimente parce qu'on a aussi des taux de satisfaction qui montent, donc ça veut dire aussi qu'on réagit bien et qu'on va dans la bonne direction et puis encore une fois je le disais aussi, on va nous-mêmes aussi sur les autres marchés voisins, on est aussi nous-mêmes les nouveaux entrants dans d'autres pays, ce qui nous aide aussi à peut-être mieux réagir aussi par rapport à ça et à être en bonne réaction. On ne fait évidemment pas de la guerre des prix, c'est déraisonnable, on sait que le secteur ferroviaire c'est un modèle de coût au global systémique qui est très élevé, donc faire de la guerre des prix n'aurait pas de sens, donc c'est pour ça qu'on reste dans des bons équilibres et que chacun trouve sa place. C'est peut-être ça finalement la bonne conclusion aussi, on l'a vu cet été, il y a eu une forte accélération de la présence des concurrents avec beaucoup de nouvelles rames, de capacités, de nouvelles liaisons. Et pour autant, sur ces lignes concurrentielles, c'est aussi là où la SNCF a fait ses plus forts taux de croissance. Donc les concurrents ont rempli leurs nouveaux trains et nous-mêmes, on a augmenté la croissance. Le marché croît. Le marché croît. Je prends l'exemple tout bête que vous avez certainement tous en tête, c'est le Paris-Marseille. Le Paris-Marseille a aussi battu des records de fréquentation sur nos lignes et je crois aussi sur celle du concurrent que nous regardons. Donc on peut se dire que c'est un système qui devient vertueux. C'était le but d'ouvrir cette concurrence ferroviaire. Donc pour l'instant, ça fait le job, on va dire. Et alors en 2026, on devrait avoir effectivement, tu parlais des deux piliers, il y a la partie service, donc il y a un nouveau TGV qui doit rentrer en service sur Paris-Marseille, c'est ça tout d'abord, Paris-Lyon? Alors, pour l'instant, le TGVM, c'est un calendrier industriel qui fait qu'on ne peut pas encore faire de promesses. Moi, tous les gens viennent sur le salon pour me dire ça va commencer sur Paris-Strasbourg, sur Paris-Nantes. Enfin, chacun veut le voir arriver en tout premier sur sa ligne. On sait qu'il va être déployé en tout premier sur l'axe sud-est. Donc, c'est sur les routes effectivement qui desservent le Lyon, enfin tout le sud de la France. Parce que c'est la route la plus utilisée, donc forcément et concurrentielle, donc c'est aussi le plus attendu. Donc ça va démarrer progressivement donc l'année prochaine, comme vous le savez, et puis après avec une cadence d'introduction des nouvelles rames, à peu près une par mois, ça va progressivement se voir de plus en plus aussi sur vos lignes. Et donc, juste pour le dire, pour pas faire la retape du nouveau TGV, mais comme on a un beau stand aujourd'hui qui montre tous les nouveaux attributs, les sièges, la restauration, je vous invite évidemment tous à venir le voir. Et il y a même une petite surprise, c'est une immersion en réalité virtuelle qui vous projette à l'intérieur du nouveau TGV. C'est assez bluffant, donc voilà. Pour faire patienter l'arrivée du TGV. On l'attend tous, donc il est déjà presque là. Et alors, il y a un sujet effectivement sur le recours au ferroviaire. On l'a vu, les entreprises sont beaucoup plus utilisatrices du train aujourd'hui, avec une petite critique sur le niveau tarifaire, parfois qui est élevé. Est-ce que l'arrivée de ces nouvelles rames
va faire baisser la pression, parce qu'il y a un sujet aussi de disponibilité des trains. Est-ce que c'est de nature à faire baisser les prix, l'arrivée de ces nouveaux TGV ? Oui, probablement, c'est l'effet de la capacité. On dit toujours, aujourd'hui, on a un problème un problème de riche, hein, c'est un problème de croissance avec des trains qui sont tous pleins, tout le monde l'observe et nous le remonte. On a des problèmes de capacité parce que nous n'avions pas assez de rames face à cette croissance soudaine qui s'est observée depuis le Covid. On a fait beaucoup de plans de réhabilitation d'anciens matériels qu'on va prolonger, on l'a déjà dit, plus d'une centaine de rames. On a évidemment ces nouvelles rames qui arrivent là dans quelques mois et avec plus 20% de capacité de sièges en plus. Il y aura une voiture supplémentaire sur les nouvelles rames. Donc ça va créer, j'espère aussi, un effet d'air, un effet d'oxygène pour permettre d'avoir plus de places disponibles. Donc mécaniquement, par le mécanisme du yield, ça va aussi, comme tu dis, relâcher la pression sur ces prix, d'avoir plus de prix disponibles, donc plus de petits prix, puisque nous avons aussi beaucoup de petits prix, même si ça se voit moins dans les jours avant le départ, évidemment, mais c'est comme dans tous les autres secteurs. Donc ça, mécaniquement, ça va créer aussi cet effet de relâchement sur les prix. Donc rendez-vous l'année prochaine pour mesurer l'impact de l'arrivée du TGVM. Avec plaisir, si tu m'invites. En attendant, alors il faut rappeler sur le ferroviaire que le prix des payages pour les infrastructures, c'est à peu près 40%, 30-40% du prix du billet. 30 et 40%, évidemment, chaque train, chaque desserte a son modèle économique parce que la clientèle n'est pas la même, mais grosso modo, en moyenne, on va dire c'est à peu près ça. De grandeur, ouais. Et qu'on a quand même des efforts d'investissement massifs sur le ferroviaire pour maintenir le réseau en état ou le rénover. 4,5 milliards par an, c'est quand même pas négligeable. Alors regardons justement en termes d'inflation, l'évolution des prix d'une année sur l'autre. Donc effectivement, en début d'année, la SNCF Voyageurs avait annoncé une hausse de 1,5% des prix. Donc ça, c'est les tarifs de référence. Nous, ce qu'on mesure à date sur le premier semestre, c'est 2,8% au niveau des corpos. Donc il y a forcément aussi peut-être une utilisation qui est différente. Là aussi, comme sur les autres segments, 2,8%. À mettre en comparaison avec les années précédentes, on était plutôt sur entre 5 et 7% d'inflation annuelle. Donc on voit aussi que même sur le ferroviaire, effectivement, les hausses tarifaires, elles se sont atténuées. Oui, un petit commentaire peut-être par rapport à ça. Forcément, double écart entre les chiffres de la police et des manifestants, comme on dit toujours, ou le ressenti de la météo. Non, mais plus sérieusement, d'ailleurs, on voit que ces taux sont, comme on l'a vu dans l'aérien, ils sont beaucoup plus modérés qu'on a pu l'observer dans les années précédentes. Pourquoi ? Parce que on est comme tout le monde, on suit l'inflation. Les prix n'augmentent pas pour le plaisir. Encore une fois, c'est aussi parce que la capacité, la contrainte fait que ça augmente. On a pu observer aussi, et nous on le voit dans le voyage d'affaires, que les entreprises adoptent de plus en plus le train, y compris sur des dessertes longues. Ça, c'est vraiment la nouveauté et la croissance forte des 2-3 dernières années. On le mentionne souvent, le Paris-Toulouse, le Paris-Montpellier. On sait, autrefois, le critère, c'était 2 heures pour l'adoption du train systématique. Aujourd'hui, on est largement passé à du 3 heures, voire du 4 heures. Et moi-même, je dis toujours, je suis surpris. On a même des voyageurs d'affaires qui prennent parfois du Paris-Nice dans un sens plutôt qu'un autre. Même si on ne peut pas faire un aller-retour dans la journée, on peut travailler dans le train. Et donc, ça permet d'adopter ça. Ça soulage les bilans carbone et on a une clientèle qui le demande. Donc, ça fait aussi que mécaniquement, le prix au kilomètre étant plus fort sur ces longues OD, ça observe ses prix. Merci Frédéric. On va passer sur l'hôtellerie. Donc c'est un exercice aussi que vous connaissez. Il y a un partenariat qui est déjà bien établi maintenant avec CDS et MKG. Ce qu'on voit, c'est qu'on est de retour à des nuitées, des séjours moyens de 1,8 nuitées, ce qui est finalement quelque chose qui est un peu un retour à une certaine normalité, Ziad. Oui, c'est les séjours normaux. On ne voit plus le discours. On voyage moins mais plus longtemps. C'est ça. On revient sur des déplacements, en tout cas en national, sur le court courrier, moyen courrier, sur des durées de séjour inférieures à 2 nuitées. Oui. Alors qu'on avait franchi le seuil des 2 nuitées pendant on était monté 2,7, 2,3, 1,9, on revient sur des normalités absolument. Et on a un prix, alors je vous parlais effectivement d'inflation moindre sur les autres catégories. L'hôtellerie, on est même sur des baisses de tarifs corporate. Quand on regarde effectivement la carte des destinations des principales villes en France, vous avez donc des tarifs marché dans un premier temps et des tarifs corporate juste en deçà. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a globalement soit la stabilité, soit la baisse, pas trop de hausse dans sa globalité. Ziad, quelques commentaires? Si on revient un peu sur la méthodologie qu'on a avec MKG, les données viennent de l'hôtel lui-même et de l'ensemble des transactions confirmées d'un portefeuille client d'à peu près de 500 millions d'euros de transactions. On est arrivé sur des seuils d'acceptation
qui ont atteint leurs limites. On a eu une croissance les 3 dernières années d'à peu près 30%. Avec les JO, avec de nombreux événements. Les JO ont un impact très fort avec des mois qui n'étaient pas formidables pour autant parce que c'était vraiment limité, mais l'industrie en a bénéficié. Après, l'impact sur le prix de l'hôtel, c'est le taux d'occupation. Le taux d'occupation, c'est le déplacement professionnel, mais c'est aussi le déplacement domestique, déplacement international, et un impact fort sur le Airbnb qui commence à enlever de pression et on a des taux d'occupation qui baissent. Donc vous constatez que l'ensemble des prix sont stables, voire à la baisse. Et si vous zoomez un peu sur Paris, puisqu'il faut aller un peu plus micro sur Paris, on est sur, par rapport aux tarifs loisirs d'occupation, on est beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que généralement les sièges de nos entreprises sont en périphérie. Donc il faut aller faire des zooms. Vous êtes sur du Saint-Denis, du Défense, qui a été fortement impacté, du Massy. Également, donc on a vraiment des disparités, mais on peut dire que les tarifs sont déflationnistes, sachant qu'on a à peu près une inflation qu'on avait calculée aussi d'1,7% sur l'année. Et quand on regarde au niveau européen, cette fois-ci, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un peu une différence nord-sud. Nord-sud, pareil, Londres avait connu une forte inflation. Il faut savoir aussi qu'on est la conséquence du doublement du ferroviaire, des impacts du fer international, parce qu'on parle de TGV international. Oui. Mais vous voyez que les destinations qui sont dynamiques, elles sont similaires aux économies qui sont florissantes aujourd'hui en Europe, c'est l'Europe du Sud. La destination de Milan qui devient une grande capitale économique, ou Barcelone et Madrid sur lesquelles nous avons des inflations. Sur le reste, on est impacté sur la stabilité. L'Allemagne est en crise, vous voyez les tarifs. L'Allemagne, l'industrie souffre énormément, donc les tarifs sont en baisse avec des taux d'occupation plus faibles. L'utilisation de Genève avec une forte baisse n'est pas aujourd'hui expliquée par le cabinet MKG, mais effectivement en point de destination, c'est une destination qui est très impactée par la crise et sur les déplacements de l'Europe de l'Est. On ne saurait le répéter, hein, le voyage d'affaires, c'est le miroir de l'activité économique. Cependant, ce qu'on voit, c'est que certes, il y a des baisses de tarifs, mais on reste sur des prix moyens qui sont assez élevés, confortables. On est sur des prix moyens élevés. Oui. Comme je dis, on est arrivé à un seuil d'acceptabilité. On n'est pas prêt à dépenser plus de 175 € pour un 3 étoiles aujourd'hui. Oui. Il y a la volonté des hôteliers d'avoir un revenu par chambre plus élevé. Donc on voit apparaître des tarifs corporate dynamiques pour casser un peu ces tarifs corpos, pour pouvoir aller faire plus de revenus côté corporate. Et des systèmes d'achat qui deviennent plus intelligents avec des city caps qui sont plutôt bien maîtrisés. Et vous voyez la destination Lyon qui est impactée aussi par l'arrivée de Trade Italia avec une petite augmentation sur cette destination-là. Et Airbnb a annoncé effectivement aller sur le segment des hôtels pour venir chatouiller Booking notamment. Est-ce que ça, Ziad, c'est de nature à aussi un peu changer la distribution Alors Airbnb était venu en France pour être distribué il y a quelques années, si vous vous souvenez. Pour les pros, oui. Pour les professionnels, avec une stratégie d'être complètement en parallèle des circuits de distribution. Ne pas être vendu par les TMC, ne pas être vendu par les partenaires. Et ils se sont retirés. Ils ont toujours eu la partie hôtel, puisque les hôteliers mettent parfois leur chambre dans Airbnb. Et au même titre que Booking, à l'offre de location meublée, logement, work-friendly. Cette offre-là est difficilement distribuée si vous n'êtes pas dans tous les critères de conformité de l'entreprise. Après, nos outils, les online booking tools, KDS en premier lieu, ou les autres, Sidetrick ou Concur ou EgoElet, vous avez aujourd'hui une offre hôtelière suffisante. Quand tu complètes avec une offre d'Airbnb, sur une destination où on a 17 000 hôtels en France, on a plus de 500 000 appartements à vendre. Donc ça noie exactement l'offre et c'est extrêmement compliqué. Nous l'avons testé et aujourd'hui, c'est une offre qui ne prend pas, en tout cas sur le déplacement professionnel individuel. Elle correspond à du déplacement de groupe, elle peut correspondre à des déplacements de foires et salons, mais sur le déplacement corporate individuel, aujourd'hui, l'offre hôtelière répond spécifiquement aux besoins. Oui, c'est plus standardisé. Ouais. En revanche, ça permet d'enlever un peu de pression sur le taux d'occupation des hôtels et de donner la capacité à nos acheteurs pour négocier une stabilité des tarifs. Okay. Merci Ziad. On va regarder un tout petit peu ce qui nous attend, enfin nos prévisions en tout cas, pour 2026 par rapport à 2025. Le constat général, c'est encore une fois, c'est qu'on n'a pas d'inflation à 2 chiffres, ce qui était le cas les années précédentes. Quels que soient les segments, quelles que soient les destinations, on oscille à peu près sur du 1 à 2% d'inflation avec des différences par catégorie. Mais le message, il est là.
Les seules baisses qui sont attendues sur 2026 concernent l'hôtellerie, comme on vient de le voir, sur le segment européen, parce qu'on a des économies certaines, on a parlé de l'Allemagne notamment, mais aussi au Royaume-Uni, où on sait que effectivement ces économies aujourd'hui elles sont un peu en difficulté et ça devrait se ressentir sur les tarifs hôteliers. Christophe, si je peux juste me permettre sur le tarif hôtelier, l'année dernière on a connu une hausse sur la région Île-de-France due à l'augmentation des taxes, sur la City Tax. Oui. Quand on augmente de 3 à 4 euros la taxe, sur un prix moyen de 100 euros, c'est 3 à 4%. C'est pas négligeable. Et cette taxe-là est redonnée à la commune, Oui. et c'est les maires qui ont la latitude. Donc c'est moyennant une réévaluation des taxes par commune. Oui, ça a eu un impact assez majeur. Je suis vraiment désolé pour la mise en forme sur les titres, les petites incompatibilités de PowerPoint. Vous le savez, cet exercice, donc on est au 15e baromètre. Donc si on regarde un tout petit peu dans le temps, on voit très bien la courbe et les impacts du Covid. Ce qui est notable, c'est que finalement, on est revenu à une certaine stabilité depuis 2024. 2025 nous permettra, s'il n'y a pas d'événement majeur, on ne sait jamais, mais d'ici à la fin 2025, d'ici à la fin de l'année, de franchir la barre des 30 milliards qu'on n'avait pas réussi à franchir en 2019, qu'on s'apprêtait à franchir en 2020, parce que ça avait été un très bon début d'année en 2020. Donc 30,9 milliards attendus, soit une croissance de 3,7% en 2025. Et sur 2026, malgré toutes les incertitudes qui pèsent, on devrait encore avoir de la croissance un peu plus modérée. On s'attend à une croissance globale en France de 2,2% pour le voyage d'affaires. Donc un secteur qui est assez résilient. On peut l'expliquer par le fait effectivement que les entreprises ont toujours beaucoup de vigilance sur leurs déplacements, mais ont intégré ces évolutions-là, ont su déjà nettoyer les voyages considérés comme non essentiels. Et donc on a une certaine forme de résilience, de stabilité sur ces catégories-là, et une inflation qui est, comme on l'a vu, bien moindre. Rendez-vous l'année prochaine pour effectivement mesurer ça. D'ici là, il y a quand même effectivement quelques facteurs qui sont importants à garder en tête, des défis à relever pour l'industrie. En premier lieu, les tensions géopolitiques, elles sont toujours très importantes. On sait que ça peut jouer sur le voyage d'affaires à différents niveaux, parfois sur les routes qui doivent être déviées quand il y a un terrain de conflit, sur les tensions commerciales entre différents pays qui peuvent affecter les entreprises et leur stratégie d'investissement. Donc ces tensions géopolitiques, elles n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui et elles devraient perdurer en 2026. L'urgence climatique est toujours omniprésente, mais on l'a vu, elle est davantage intégrée. C'est quelque chose qui est bien pris en considération par les entreprises. Il y a toujours des choses à faire, des industries qui sont peut-être un peu plus en retard par rapport à d'autres, mais en tout cas c'est un sujet qui est plutôt globalement bien intégré. Le risque de récession qu'on avait pu souligner les années précédentes, il n'est pas forcément dans tous les esprits. On a une certaine vigilance, bien entendu, on voit que l'inflation a baissé, mais on ne parle plus trop de récession. Et l'inflation, on l'a vu, elle est un peu moins forte. Donc avec tous ces éléments-là, la seule grosse incertitude qui reste, effectivement, c'est les tensions géopolitiques qu'on va surveiller sur les mois à venir, et puis le côté plus gouvernemental de la stratégie du futur gouvernement peut aussi impacter, bien entendu, et les élections à venir seront aussi quelque chose d'important pour 2026. On arrive au terme de ce baromètre. Il y a toujours la place pour des questions si vous le souhaitez, si certains veulent intervenir, y compris dans mon panel. Si vous avez des questions, des réactions à apporter, des témoignages au niveau de vos entreprises, c'est le moment. Et à défaut de questions, je sais que ça intéresse beaucoup. J'ai vu quelques personnes se lever pour faire des photos, mais vous pouvez télécharger le baromètre. Et n'hésitez pas à venir aussi à notre stand au Village Affaires si vous avez des questions, des commentaires à nous apporter. Et je crois qu'on a une fois encore répondu à toutes les questions. Une question. Oui, une question pour Vincent Dussault. Il y a une croissance espérée d'utilisation du SAF, très importante. Bon, ma question, mon interrogation, c'est qui in fine va payer ce surcoût
dans le billet d'avion. Bah, tu l'as dit, Yves, hein, effectivement, aujourd'hui, il y a une partie, ça sera dans le billet d'avion. Aujourd'hui, c'est ça. Hein, aujourd'hui, le fuel, tous nos coûts sont impactés, sont visibles dans le billet d'avion, en fait. Donc, effectivement, le prix du SAF aujourd'hui est très élevé. Hein, c'est x3, x4 par rapport au kérosène conventionnel. Donc, du coup, effectivement, ça, c'est un facteur de risque aussi, mais peut-être à plus long terme sur les niveaux de prix des billets. Parce qu'effectivement, si on ne trouve pas de solution d'ici là pour faire baisser les prix du SAF, effectivement, ça sera impacté sur le prix du billet. Maintenant, ce qu'on espère, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la filière se mette en marche véritablement, qu'il y ait des niveaux de production respectables, justement, à un bon niveau, à un haut niveau, pour qu'on puisse effectivement avoir des prix qui soient en baisse et que du coup, effectivement, il y ait moins d'impact sur le prix des billets in fine. C'était x8 hein, le coût du SAF par rapport au kérosène traditionnel il y a encore quelques années. Donc ça... Ouais, là on est plutôt x3, x4. x4, donc ça a quand même déjà eu un impact. Et c'est vrai que ce principe de développement, hein, pour avoir un impact sur le coût, on y travaille aussi côté agence, puisque on propose justement à nos clients d'investir dans le SAF également. Et ça permet aussi quelque part de contribuer effectivement au développement et à la standardisation, enfin en tout cas la normalisation peut-être un peu plus du SAF. Et en parlant de normalisation, il faut aussi espérer qu'il y ait une homogénéité de politique de l'ensemble des compagnies aériennes. C'est fondamental, ça. Ouais, je pense qu'on est quand même assez bien aligné. Hein. Tout le transport aérien est vraiment aligné dans ce sens-là, hein, pour aller vers de la décarbonation avec des engagements d'ici 2050 pour aller vers du net zéro. On est tous engagés dans la même barque en fait. Hein. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'Air France KLM est très engagé. Hein, quand on regarde les niveaux d'achat dans le monde, en 2022-2023, on était les premiers. Et on représente aujourd'hui 16%. 16% des achats de SAF dans le monde entier, c'est Air France KLM qui les a. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde le kérosène conventionnel, on pèse que 3%. Donc ça démontre effectivement notre énergie, notre impact, notre volonté d'avancer sur le sujet assez rapidement. Merci. On a le temps pour une dernière question. Pas de questions? Alors, il me reste à vous remercier. Si une question au fond de la salle. Il y avait une question? Ok. Alors, pas de question. Donc, il me reste à vous remercier. À remercier mes intervenants pour leurs éclairages. Merci. Et puis, je vous souhaite un très bon salon. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Listen.